Et si pour une fois, la Coupe du Monde ne parlait pas seulement de tactique, de pressing haut et de génie individuel, et si derrière les stades flambant neufs et les hymnes nationaux se jouait un tout autre match, un match politique, un match moral, un match où le ballon rond devient enjeu de pouvoir. À l'horizon 2026, le décor est planté. Du 11 juin au 19 juillet, la planète football doit converger vers l'Amérique du Nord. 3 pays hôtes, Canada, Mexique, États-Unis, une organisation inédite, un format élargi à 48 équipes, une promesse de spectacle XXL, mais en coulisses, une petite musique monte. Elle vient d'Europe et notamment d'Allemagne. Une question encore impensable il y a quelques années s'installe dans le débat public. Faut-il boycotter les États-Unis en raison de la politique controversée de Donald Trump? Le simple fait que la question soit posée dit déjà beaucoup. À Berlin, la décision officielle est tombée avec la froideur d'un communiqué bien calibré. Il n'y aura pas de boycott allemand de la Coupe du Monde 2026. Le ministre fédéral de l'Intérieur, également en charge des sports, a été clair. Le football ne doit pas devenir l'otage des tensions politiques. Le vice-chancelier, lui, a choisi un mot plus tranchant encore. Absurde. Sur le papier, le débat semble clos. Mais dans les couloirs du pouvoir, comme dans les cercles du football allemand, rien n'est aussi simple. Car si la position institutionnelle est ferme, l'époque, elle, est mouvante. Et le Mondial 2026 ne ressemble à aucun autre. Pour la première fois, la compétition se jouera sur 3 territoires. États-Unis, Canada, Mexique, dans un contexte géopolitique instable, sous l'ombre d'un leadership américain qui divise bien au-delà de ses frontières. À Berlin, on le sait, le football est un sport, mais la Coupe du Monde est un symbole. Un proche du chancelier l'a laissé entendre. L'idée d'un boycott pourrait devenir un ultime recours si la situation internationale venait à se détériorer brutalement, notamment en cas d'escalade majeure autour du Groenland, dossier sensible qui cristallise les tensions diplomatiques. Autrement dit, la porte n'est pas grande ouverte, mais elle n'est pas complètement verrouillée non plus. Ce qui se joue ici dépasse le simple cadre sportif. L'Allemagne est un pays où l'histoire pèse lourd dans chaque décision publique. Berlin 1936 reste un traumatisme mémoriel. Le sport utilisé comme vitrine politique, comme outil de normalisation d'un pouvoir contesté, est une réalité que l'opinion allemande ne peut jamais totalement ignorer. Chaque grand événement international réactive cette vigilance. Dans ce contexte, la Fédération allemande de football avance avec prudence. Pas question d'un boycott frontal qui isolerait la Mannschaft et fracturerait le mouvement sportif européen. Mais pas question non plus de faire comme si de rien n'était. On parle désormais d'un positionnement critique. Cela signifie participer, mais ne pas se taire. Être présent sur les pelouses américaines tout en multipliant les gestes symboliques. Afficher des messages en faveur des droits démocratiques. Prendre la parole en conférence de presse, utiliser la visibilité mondiale comme caisse de résonance, une stratégie d'équilibriste. On l'a déjà vu à l'œuvre au Qatar en 2022. Les brassards, les déclarations, les débats internes, une volonté de conjuguer performance sportive et conscience morale. Mais le souvenir est amer. L'Allemagne avait été éliminée dès le premier tour, dans un climat de tension permanente. Certains avaient accusé l'équipe d'avoir dispersé son énergie. D'autres, au contraire, avaient salué un courage nécessaire. 4 ans plus tard, la question ressurgit avec encore plus d'intensité, car le Mondial 2026 ne sera pas seulement un événement sportif géant, élargi à 48 équipes, réparties sur un territoire immense. Il sera aussi un miroir des rapports de force contemporains. Les images feront le tour du monde, les prises de position aussi. Dans les stades, on parlera pressing, transition rapide, efficacité offensive. Mais hors du terrain, chaque geste sera scruté, chaque silence aussi. Le gouvernement allemand a choisi la stabilité. La fédération cherche la cohérence. Les joueurs, eux, pourraient se retrouver au cœur du débat, entre exigence de performance et responsabilité morale. Le football marche sur des œufs, oui, parce qu'il sait qu'un faux pas peut devenir une déclaration, parce qu'il sait qu'une absence peut être interprétée comme une fuite, parce qu'il sait qu'une présence peut être perçue comme une caution. En 2026, la Mannschaft ne disputera pas seulement des matchs de Coupe du Monde, elle évoluera dans un environnement chargé d'histoire, de symboles et de tensions. Et à Berlin, on en est parfaitement conscient. Parfois, le plus difficile n'est pas de jouer, mais de décider comment jouer. En France, le débat a franchi un cap lorsque Éric Coquerel est entré sur le terrain. Député de la France insoumise, passionné de football revendiqué, il n'a pas lancé une phrase en l'air pour créer un effet médiatique. Il a posé une question frontalement dans l'arène politique.
Que signifie participer à une Coupe du Monde organisée en partie par les États-Unis dans le contexte actuel? D'emblée, il nuance. Il ne demande pas que l'équipe de France renonce à la compétition. Il ne parle pas d'un retrait pur et simple du mondial 2026. Ce qu'il met sur la table est plus ciblé, plus stratégique. Envisager de ne pas disputer de match sur le sol américain alors même que la compétition est co-organisée par le Canada et le Mexique. Et là réside, selon lui, le paradoxe. Deux pays partenaires, voisins, intégrés à l'organisation, mais soumis à des pressions diplomatiques de Washington. Une Coupe du Monde partagée, dans un climat qui ne l'est plus vraiment. Coquerel structure son argumentation en trois piliers. Le premier est géopolitique. Il considère que les prises de position de Donald Trump, sa remise en cause répétée du droit international, son rapport tendu aux institutions multilatérales créent un décalage profond avec l'esprit universel que la FIFA revendique. Une Coupe du Monde, rappelle-t-il, n'est pas un simple tournoi, c'est un événement global, censé rassembler au-delà des fractures. Si le pays hôte devient un acteur central de tensions diplomatiques majeures, la question morale se pose. Le deuxième argument est intérieur. Il évoque le climat aux États-Unis, les opérations d'ICE contre les migrants, les images de contrôle et d'intervention musclées. Il ne parle pas seulement de politique abstraite, mais d'ambiance, d'atmosphère. Peut-on organiser la plus grande fête populaire du sport mondial dans un environnement perçu comme dur, tendu, sous haute surveillance ? Que ressentiront les supporters venus du monde entier, les joueurs eux-mêmes? Le troisième argument est sportif. Il touche au cœur du jeu. Restrictions potentielles sur certains signes, débat autour des symboles LGBT, flambée des prix des billets, pression exercée sur certaines villes hôtes jugées insuffisamment alignées. Pour Coquerel, le risque est celui d'un football instrumentalisé. Un football qui ne serait plus seulement un spectacle, mais un outil de démonstration politique. Et pour appuyer son raisonnement, il convoque l'histoire. Berlin 1936, l'Allemagne nazie utilisant les Jeux Olympiques comme vitrine. Argentine 1978, une Coupe du Monde disputée pendant que la dictature militaire sévissait dans l'ombre. À chaque fois, les débats étaient identiques. Fallait-il y aller pour dénoncer de l'intérieur ou refuser de cautionner ? Avec le recul, beaucoup estiment que certains silences ont servi les régimes en place, que certaines images de fête ont contribué à normaliser des pouvoirs contestés. Coquerel ne dit pas que les situations sont identiques. Il dit que la question mérite d'être posée, que le football n'évolue pas hors sol, que les grandes compétitions ne sont jamais totalement neutres. Et c'est là que le débat change de dimension. Il ne s'agit plus d'une sortie isolée, d'une provocation marginale. Le fait même que l'idée soit discutée sur des plateaux, dans des rédactions, au sein des fédérations, montre qu'elle a gagné en légitimité. Elle n'est plus fantasque, elle est audible. La Coupe du Monde 2026 n'a pas encore commencé. Les stades ne sont pas encore pleins. Les listes ne sont pas encore dévoilées. Mais une chose est sûre, au-delà des systèmes tactiques et des favoris annoncés, un autre match se joue déjà. Un match d'idées, un match de principes. Et cette fois, le coup d'envoi a déjà été donné. Nicolas Martov n'est pas homme à s'émouvoir facilement. Lui qui avait déjà disséqué les coulisses du mondial qatari dans Qatar, le mondial de la honte observe aujourd'hui un basculement qu'il juge révélateur. Donald Trump a réussi quelque chose que peu de dirigeants avaient accompli avant lui, rendre le boycott d'une Coupe du Monde non seulement imaginable, mais débattu au sommet des États. Et pour Martov, ce simple glissement est un signal d'alarme. Mais au fond, ce qui l'inquiète le plus ne se limite pas à la politique américaine. Ce n'est pas seulement la figure de Trump, c'est le duo, la proximité, la mise en scène. Les images ont marqué Gianni Infantino dans le bureau ovale, sourires appuyés, accolades officielles, le président de la FIFA remettant à Donald Trump un prix de la paix estampillé FIFA, les compliments publics, les déclarations chaleureuses, une connivence assumée. Dans l'univers feutré du football mondial, ces symboles comptent. Car la FIFA n'est pas une fédération nationale. Elle est censée incarner une autorité globale, indépendante, au-dessus des clivages politiques. Or, pour Martov, cette indépendance semble s'effriter. Il ne parle pas d'une simple proximité protocolaire. Il évoque un alignement stratégique. Depuis plusieurs années, Gianni Infantino a profondément transformé le paysage des compétitions internationales. Coupe du Monde élargie à 48 équipes, Coupe du Monde des clubs XXL, calendrier saturé, expansion permanente. Officiellement, le discours est celui de l'universalité, de l'ouverture à de nouvelles nations, d'une représentation plus large du football mondial. Mais derrière la bannière idéale, Martov voit autre chose, une logique de croissance à tout prix. Plus d'équipes, c'est plus de matchs. Plus de matchs, c'est plus de droits TV, plus de sponsors,
plus de revenus, la Coupe du Monde devient un produit global optimisé. Et dans ce contexte, les États-Unis représentent un marché colossal, une vitrine médiatique inégalée, un terrain fertile pour les investisseurs. Pour Martov, le risque est là. Quand l'économie devient la boussole principale, la frontière entre neutralité sportive et stratégie politique s'amincit dangereusement. Il redoute un scénario où la Coupe du Monde 2026 ne serait plus seulement une compétition, mais un décor, une scène, un outil de communication. Car Donald Trump, qu'on l'apprécie ou non, maîtrise l'art du storytelling. Il comprend la puissance des symboles. Une finale de Coupe du Monde sur son sol, sous les projecteurs du monde entier, avec des milliards de téléspectateurs, représente une opportunité inouïe. Et si la FIFA s'affiche en proximité constante avec le pouvoir politique américain, le doute s'installe. Où s'arrête le partenariat institutionnel? Où commence la mise en scène? Martov ne dit pas que le football doit se couper du monde. Il affirme qu'il doit garder sa colonne vertébrale. Il rappelle que la Coupe du Monde n'est pas qu'un spectacle. C'est un événement qui façonne des images durables. On se souvient des embrassades sous la pluie en 2018 à Moscou. On se souvient des cérémonies fastueuses au Qatar. Chaque édition laisse une trace politique, qu'on le veuille ou non. En 2026, le danger, selon lui, serait que le mondial devienne l'arrière-plan d'une glorification personnelle, que le récit sportif, les exploits, les surprises, les drames, soient absorbés par une narration politique plus large, un président omniprésent, une FIFA complaisante, une compétition transformée en théâtre d'affirmation. Ce n'est pas une certitude, c'est une crainte. Mais dans l'histoire du sport, les grandes compétitions ont souvent été utilisées comme vitrine de puissance. Le football n'est jamais totalement isolé du monde qui l'entoure. Pour Nicolas Martov, la question est simple, presque brutale. Le mondial 2026 sera-t-il encore une fête universelle du jeu ou deviendra-t-il le décor d'un récit politique soigneusement orchestré? Le ballon roulera, quoi qu'il arrive. Mais l'enjeu, cette fois, pourrait dépasser largement les lignes blanches du terrain. Face aux appels au boycott et aux mises en garde historiques, Simon Dutin trace une ligne différente, moins émotionnelle, plus pragmatique, presque froide dans son raisonnement. Il n'élude pas les critiques, il ne minimise pas les tensions, mais il refuse pour l'instant l'idée d'un boycott, par réalisme. Son argumentation commence par un rappel qui pèse lourd dans l'histoire du sport mondial, les Jeux olympiques de Moscou en 1980, boycotté par une partie du bloc occidental après l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Le geste était fort, symbolique, retentissant. Mais a-t-il changé le cours de l'histoire ? L'URSS n'est pas tombée en 1980. Le mur de Berlin ne s'est pas fissuré sous l'effet d'une absence sportive. Le boycott a marqué les esprits, certes, mais il n'a pas renversé l'équilibre géopolitique. Dutin pose alors une question simple, presque brutale. Que cherche-t-on concrètement à obtenir ? Sanctionner, isoler, envoyer un message et surtout, quel serait l'effet réel ? Pour lui, il faut éviter les gestes spectaculaires mais inefficaces. Les États-Unis, rappelle-t-il, restent une démocratie. Un pays traversé par des tensions, des débats, des fractures, mais où existent contre-pouvoirs, médias libres, institutions solides. Tant qu'il n'y a pas de rupture majeure, invasion, guerre ouverte, basculement autoritaire manifeste, un boycott total lui semble disproportionné. Ce serait, selon lui, brûler une cartouche diplomatique sans garantie d'impact. Mais Simon Dutin ne prône pas l'indifférence. Au contraire, il défend une autre stratégie, la présence critique. Être là, jouer, compétir, mais ne pas se taire. Il cite l'exemple de Victor Wembanyama. Une simple déclaration en conférence de presse, relayée dans le monde entier, peut parfois avoir plus de portée que des dizaines de reportages. Un sportif de haut niveau, à l'ère des réseaux sociaux et de la diffusion globale, dispose d'une puissance d'influence considérable. Imaginez, dit-il en substance, Kylian Mbappé face au micro à Boston ou à New York. Une phrase forte sur les droits humains, une prise de position claire sur la politique migratoire, une interpellation assumée. L'écho serait immédiat. Mondial. Dans un stade plein, sous les caméras de la planète entière, la parole d'un joueur peut frapper plus fort qu'un siège vide. Pour Dutin, le terrain peut devenir une tribune, le stade un mégaphone. La Coupe du Monde est l'événement sportif le plus regardé au monde. Des milliards de téléspectateurs, une exposition sans équivalent. Pourquoi renoncer à cette visibilité ? Pourquoi laisser le récit aux seuls dirigeants politiques ? Il ne s'agit pas de cautionner, il s'agit d'occuper l'espace. Il y a dans sa position une forme de foi dans la puissance du symbole sportif.
dans la capacité des joueurs à incarner autre chose que le jeu, à porter des messages, à susciter des débats, à faire bouger des lignes. L'absence, selon lui, serait un silence. Et le silence peut être interprété de 1000 façons. La présence, elle, permet d'agir, d'interpeller, de questionner. Bien sûr, cela suppose du courage, de la cohérence, une parole claire. Car jouer et se taire reviendrait à donner raison aux critiques. Mais jouer et parler, jouer et affirmer des valeurs pourrait transformer la compétition en espace d'expression. En somme, Simon Duthie ne nie pas le problème. Il propose une autre arme. Pas le retrait, la confrontation symbolique, pas la chaise vide, la parole assumée. Dans son approche, le mondial 2026 ne serait pas déserté. Il serait investi, transformé en scène mondiale où le football continuerait d'être spectacle tout en devenant, si nécessaire, conscience. Et dans cette vision, le coup d'envoi ne serait pas une capitulation, mais une opportunité. Mais derrière le tumulte politique, derrière les prises de position et les joutes médiatiques, un autre bouleversement se dessine. Plus silencieux, plus structurel, peut-être plus décisif encore, la transformation du mondial lui-même. 2026 marquera une rupture historique, 48 équipes, un format inédit, un tournoi élargi à une échelle jamais vue, plus de matchs, plus de villes hautes, plus de droits télévisés, plus de sponsors, plus de recettes, plus grand, toujours plus grand. Sur le papier, l'argument est séduisant, l'universalité. Donner sa chance à davantage de nations africaines, asiatiques, nord-américaines, permettre à des pays longtemps restés aux portes du rêve mondial de goûter enfin à la plus grande scène du football, offrir à des millions de supporters un moment d'histoire. Qui pourrait être contre plus de représentation, mais le football de très haut niveau obéit à des équilibres fragiles. En élargissant à 48 équipes, on ouvre la porte à des écarts de niveau potentiellement vertigineux. Le risque de match à sens unique, de scores lourds, d'affiches déséquilibrées devient réel. Le premier tour pourrait parfois ressembler davantage à une phase de tri qu'à une véritable compétition. Plus de spectacle, oui, mais quel spectacle? La question du rythme se pose aussi. Calendrier surchargé, joueurs épuisés, clubs inquiets. Le football moderne est déjà au bord de la saturation. Ajouter des matchs, c'est ajouter de la pression sur des organismes qui tournent à plein régime toute l'année. Pour Gianni Infantino, la justification est claire. Le football appartient au monde entier. Il doit s'ouvrir, s'étendre, s'internationaliser davantage encore. Mais ses détracteurs murmurent autre chose. Ils parlent d'une logique financière implacable. Plus d'équipes, c'est plus de rencontres. Plus de rencontres, c'est plus de créneaux télévisés, plus de sponsors, plus de contrats commerciaux, une Coupe du Monde transformée en gigantesque plateforme économique. Le football, produit global, le symbole relégué derrière le business. Et pendant que la FIFA redessine le format, Donald Trump occupe l'espace médiatique. Déclarations fracassantes, apparitions publiques, images soigneusement calibrées. Il comprend l'importance d'un événement comme la Coupe du Monde. Ce n'est pas seulement du sport, c'est une scène planétaire. La Coupe du Monde 2026 sera la plus médiatisée de l'histoire. 3 pays, des dizaines de villes, des audiences colossales, une exposition mondiale continue pendant plus d'1 mois. Imaginez un président américain et encore plus un président comme lui, rester discret relève presque de la fiction. L'histoire récente nous l'a montré. En 2018, sous la pluie de Moscou, Vladimir Poutine avait su utiliser le sacre des Bleus comme vitrine. Une Russie accueillante, moderne, puissante. Une opération séduction parfaitement orchestrée. Le football comme instrument d'image. En 2026, le décor pourrait changer de tonalité. Moins de séduction feutrée, plus d'affirmation assumée. Moins de diplomatie symbolique, plus de démonstration de puissance, car l'Amérique reste une superpuissance médiatique, le storytelling fait partie de sa culture politique, et la Coupe du Monde est un récit idéal, patriotique, spectaculaire, fédérateur. La question n'est pas de savoir si le football sera politique, il l'a toujours été, d'une manière ou d'une autre. La question est de savoir qui écrira le récit. La FIFA avec son discours d'universalité, les joueurs avec leurs performances et leur prise de parole, les gouvernements avec leur stratégie d'influence. En 2026, le mondial ne sera pas seulement élargi sur le terrain, il sera élargi dans sa portée symbolique et dans cet espace immense entre business, diplomatie et passion populaire, le football devra trouver son équilibre. Car plus le spectacle grandit, plus la responsabilité devient lourde. Au fond, la question ne se résume plus à un simple pour ou contre le boycott. Elle touche à quelque chose de plus profond, presque existentiel. Elle interroge ce que le football est devenu
et ce que nous voulons qu'il reste. Depuis toujours, le sport s'est présenté comme un refuge, un territoire neutre, un lieu où les frontières s'effacent, où les hymnes s'affrontent sans que les peuples ne se combattent. 90 minutes pour suspendre les conflits du monde. 90 minutes pour croire que le talent, l'effort et l'émotion suffisent. Mais peut-on encore parler d'innocence ? Le football moderne est une industrie globale. Les droits télé explosent. Les sponsors redessinent les maillots. Les États investissent. Les présidents apparaissent en tribune. Les caméras ne filment plus seulement les buts, elles captent les poignées de main, les regards, les symboles. Dans ce contexte, imaginer que le mondial 2026 serait imperméable aux tensions géopolitiques relève presque de la naïveté. Peut-on vraiment séparer le rectangle vert des tribunes diplomatiques? Peut-on isoler la liesse populaire des stratégies d'influence? Peut-on faire comme si la scène la plus regardée de la planète n'était qu'un terrain de jeu? En 2026, il ne sera pas seulement question de pressing haut, de transition rapide ou de maîtrise tactique en 4-3-3. Il sera question d'image, de pouvoir, de récit. Ce sera un test. Un test pour les fédérations, sommées de choisir entre pragmatisme et posture morale. Un test pour les joueurs, devenus figures publiques, capables d'influencer des millions de consciences d'un simple mot. Un test pour la FIFA, prise entre universalité proclamée et intérêts économiques assumés. Un test pour les gouvernements, tentés d'utiliser la vitrine planétaire pour consolider leur stature. Et peut-être, plus profondément encore, un test pour le football lui-même. Car le ballon ne flotte jamais totalement au-dessus du monde. Il circule à l'intérieur de lui. On l'a vu en Russie en 2018, sous la pluie moscovite, lors du sacre des Bleus, l'image dépassait le cadre sportif. Elle racontait une autre histoire, celle d'un pays cherchant à se repositionner sur l'échiquier international. En 2026, le décor sera différent. Les États-Unis ne chercheront pas à séduire le monde de la même manière. Le ton pourrait être plus affirmé, plus démonstratif, plus politique. Le mondial deviendra alors, volontairement ou non, un miroir grossissant des tensions contemporaines. Et c'est là que réside le véritable enjeu. Le football peut-il rester un langage universel, capable de rassembler malgré les divergences, ou deviendra-t-il le théâtre d'un affrontement silencieux où chaque image, chaque discours, chaque célébration sera interprétée comme un geste stratégique? Le mondial 2026 ne sera pas seulement une compétition, il sera un moment de vérité. Un instant suspendu, comme un ballon qui retombe dans la surface à la 93e minute, quand tout un stade retient son souffle. La question demeure lourde et fascinante. La Coupe du Monde sera-t-elle la fête universelle promise, ou le symbole d'un sport définitivement absorbé par les rapports de force du monde moderne? Le coup d'envoi approche, et parfois, les matchs les plus importants ne se jouent pas seulement sur la pelouse.